Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous reproposer donc des tops, tous ces tops qui malheureusement, vous le savez, ont disparu. Alors, on va rester positif, on va se dire que c'est un mal pour un bien. L'avantage, c'est que du coup, tous ces tops que je vous avais faits, certains datés de 4 ans, et ben du coup, ils seront un petit peu, réactualisés. C'est le cas pour le top que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose un top 30 de mes lectures que j'ai pu faire, de thrillers dans lesquels on a pu croiser des serial killers. Donc, comme d'habitude, à chaque fois pour ces tops, je me pose la question, est-ce qu'il est plus judicieux de ne parler que de thrillers que j'ai moi-même lus ou partir vraiment dans des recherches, voilà, plus grandes et vous faire vraiment un bilan de tous les thrillers qui aborderaient le serial killer? Honnêtement, ça reste plus facile pour moi de rester dans des bouquins que j'ai personnellement lus. Voilà, ça me paraît tout d'abord plus judicieux pour pouvoir vous en parler et puis surtout si j'étais vraiment partie dans la recherche de tous les thrillers avec serial killer, les gars, ça m'aurait pris une semaine de recherche déjà que là, ça m'a pris une bonne journée. Donc voilà, on va rester dans les des thrillers que j'ai moi-même lus. Alors l'avantage, je vous le disais, de refaire ces tops, c'est que du coup, ils sont, on va dire, un petit peu augmentés parce que, par exemple, ce top des thrillers avec serial killer, je vous l'avais tourné en juin 2018. Donc ça fait, plus de 3 ans. Et ben, en 3 ans, j'en ai lu d'autres, des nouveaux, des thrillers avec serial killer. Du coup, voilà, j'ai, actualisé la liste que je vous avais fait il y a 3 ans et donc je vous propose aujourd'hui 30 thrillers, dans lequel on croise des serial killers. Si je veux être plus précise, je vais dire que je vous ai mis 25 thrillers, fictionnels avec serial killer et 5 true crime parce que, depuis on va dire depuis à peu près 2 ans, c'est un genre qui me plaît de plus en plus, le true crime. Et donc voilà, du coup, je vous ai fait à l'intérieur de ce top 30 mon top 5 des meilleurs true crime que j'ai pu lire. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. Il y a pas de classement, le meilleur, le 1, le meilleur, le dernier, le moins bon. Je les ai égoïstement classés, surtout dans un ordre chronologique que moi j'ai découvert, ces thrillers. Voilà, comme ça m'a permis de d'un peu rassembler mes souvenirs et donc voilà, on démarre. Évidemment, quand on parle, thriller avec serial killer, on ne peut ne pas citer, la trilogie, Hannibal Lecter, on va dire. Donc Thomas Harris, Le silence des agneaux, voilà, je pense qu'au-delà du livre, tout le monde connaît plus ou moins le film. Par contre, alors que dans les films, on focalise beaucoup sur le personnage de, Clarence Starling. Dans les bouquins, on focalise plus sur le profiler Will Graham que l'on croise dans le film. Mais là, on mise plus sur lui parce qu'on le croise ici, donc dans Le Silence des agneaux et aussi dans Dragon Rouge. Dragon Rouge qui se passe avant Le Silence des agneaux. Et on y croise déjà donc Will Graham qui a comme ça, c'est un profiler qui a ce pouvoir de quand il rentre dans une scène, de meurtre, de se mettre à la place du meurtrier et cetera. Et dans Dragon Rouge, il va déjà croiser la route du fameux Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, personnage qui a été construit, selon, voilà, un vrai personnage qui a existé, de même que le meurtrier dans Le Silence des agneaux, Buffalo Bill, je crois qu'il faisait appeler, a aussi existé. Donc voilà, ça a été une des premières intrusions pour moi dans le monde du, thriller avec serial killer. Donc voilà, Silence des agneaux, c'est un petit peu la base. Après donc je suis venue vers les auteurs français. Maxime Chatham, La trilogie du mal, le tome 1, L'âme du mal, que j'ai dû lire il y a quand il était sorti, je pense il y a une vingtaine d'années et donc voilà, là aussi introduction au serial killer dans le thriller français et là on retrouve le personnage de Josh Brolin qui est aussi un profiler du FBI. De toute manière, dans tous ces livres avec serial killer, on croise souvent des profilers du FBI, ce qui est plus ou moins normal. Ma tasse qui fait très serial killer, on est d'accord. Excusez-moi.
Donc voilà, Maxime Chatham qui faisait ses premiers pas dans le thriller et il avait choisi, avec un serial killer et moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'est une trilogie que j'ai très peur de relire parce que j'en garde un bon souvenir et que moi, mon aventure en ce moment avec les dernières sorties de Maxime Chatham depuis 5, 6 ans, c'est pas trop, trop ça. Donc je sais pas si je vais pas plutôt rester sur un bon souvenir de cette trilogie ou la retenter un jour, mais en tout cas, voilà, là, on est déjà dans du aussi gros serial killer. Bon, une des reines aussi, hein, dans laquelle on croise souvent du serial killer, Patricia Cornwell, avec son personnage de Kay Scarpetta, qui est médecin légiste. Et voilà, à l'intérieur de la saga de Kay Scarpetta, il y a une sous-saga, on va dire, que l'on peut appeler la saga Temple Goat. Donc voilà, Temple Goat est un tueur en série que Kay Scarpetta essaye d'arrêter. On le rencontre pour la première fois, ce tueur, dans Une peine d'exception. On va le recroiser dans... ça y est, j'ai des trous. Je ne sais plus. Et aussi dans Une mort sans nom. Mais je sais plus celui du milieu. Bref, c'est pas très grave. Le tome 1, c'est Une peine d'exception. Donc, voilà. Temple God, qui est un des... Pourtant, ça fait 20 ans que je les ai lus, plus que ça même. Ça fait plus de 25 ans que je les ai lus et je me rappelle encore très bien de ce tueur. Et très marquant, très froid, très horrible, voilà. Horrible ce tueur. Et voilà, j'avais adoré cette sous-saga dans la saga Qu'Escarpetta. Voilà, c'était vraiment un très très bon souvenir. Et bah, voilà, je vous recommande, hein, à chaque fois, évidemment, c'est compliqué de vous recommander la saga Qu'Escarpetta où on arrive à plus de 30 tomes. Mais à la limite, si vous voulez juste lire avec ce tueur-là, bah, commencez par Une peine d'exception. Et après, c'est les deux autres qui suivent dans la saga. On revient en France, voilà. Le taulier, hein, comme je l'appelle, hein, Franck Tillier, qui lui aussi, dans ses thrillers, avec notamment Charcot, a introduit énormément de tueurs en série. C'est le cas dans Train d'enfer pour Ange Rouge, dans Deuil de miel, voilà, dans énormément de ses romans, dans le manuscrit inachevé, dans Il était deux fois. Et moi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 1991 parce que c'est le dernier. Parce que, dans celui-là, il y a tous les codes du thriller avec serial killer. C'est-à-dire un tueur, donc qui va faire évidemment pour qu'il soit serial, il faut qu'il en fasse plusieurs, ce qui est le cas ici. Il laisse des indices, il commence à laisser des indices, aux flics. Il essaie d'ailleurs de communiquer avec les flics. Nous, on suit donc Charcot qui essaie de lui mettre la main dessus. C'est un tueur qui va, kidnapper, torturer et tuer surtout des jeunes femmes. Il va avoir un système où il va laisser des photos et cetera. Donc voilà, toutes les bases du thriller avec serial killer sont dans 1991 de Franck Tillier. L'avantage en plus, c'est un préquel à la saga, donc c'est plus ou moins, on va dire, le tome 1 des enquêtes de Charcot. Donc je ne peux que vous le conseiller. En plus, vous avez vu, il ressort chez Fleuve Noir dans cette collection collector que je trouve très belle, très sobre. Foncez, foncez, autant vous dire que celui-là, il sera clairement dans mes recommandations de cadeaux de Noël à faire à une personne qui veut lire un bon thriller avec serial killer. Ensuite, c'était aussi la période, il y a une quinzaine d'années, où j'ai donc rencontré Donato Carisi. C'était avec Le Chuchoteur. Là aussi, tous les codes du serial killer, un tueur en série qui tue là notamment des enfants. Il va laisser comme indice des membres. Il me semble qu'on retrouve d'abord une jambe, après une jambe d'enfant, après une main d'enfant. Et donc va arriver le personnage de Mila, qui va après revenir de nombreuses fois dans les romans de Donato Carisi. Là aussi, tous les codes, hein, voilà, le tueur qui laisse des indices. Là, il laisse plus que des indices, hein, il laisse des membres. Et ce que j'avais adoré dans Le Chuchoteur, c'est que sans qu'on s'en rende compte, Donato Carisi va créer un double suspense par rapport à un personnage que l'on croise dans ce roman. Et moi, ça m'avait mis sur le cul. Vraiment une dimension psychopsychiatrique que je n'attendais pas là. Ça a été vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman qui pose un petit peu aussi quand même la base du thriller avec serial killer. On revient en France, lui aussi, je pense qu'il a mis pas mal la base avec Les Rivières pourpres.
Jean-Christophe Granger, où on suit le personnage de Niemans. Je crois que c'est Pierre Niemans, donc joué par Jean Reno au cinéma. Donc là aussi, tous les codes du serial killer, des meurtres, des multitudes d'indices et voilà, à la française. C'était plutôt bon. Moi, j'aimais bien ce Christophe Granger des débuts, Les Rivières pourpres, Le vol des cigognes. Le Passager, j'avais aimé aussi moi. Donc voilà, un auteur qui utilise aussi beaucoup, le serial killer dans ses thrillers et je pense qu'un des plus connus, et un qui forge vraiment la base de ce genre-là, chez cet auteur, c'est Les Rivières pourpres. Alors, un aussi des voilà, un des premiers auteurs que j'ai lu sur cette thématique-là, là, c'était il y a une dizaine d'années, Le Poète de Michael Connelly. Le premier avantage de ce roman, c'est que c'est un one shot parce qu'il y a eu une pseudo-suite, L'Épouvantail, que moi je me rappelle, j'avais abandonné à la moitié. C'était pas trop je pense qu'on peut honnêtement rester sur cette idée du one shot avec Le Poète. J'avais adoré, vraiment là aussi toutes les bases du thriller avec serial killer. On est donc avec un journaliste qui a un frère jumeau qui est policier et ce frère jumeau va être retrouvé dans sa voiture de fonction. Il se serait suicidé avec son arme de service. Donc pour son frère journaliste, c'est impossible qu'il ait fait ça. Il va mener l'enquête et effectivement, il va s'apercevoir qu'il y a un tueur en série qui, transforme ses crimes en il veut faire croire que ce sont des suicides et à chaque fois, il laisse, près de la victime un mot avec, des phrases, des poèmes d'Edgar Allan Poe, d'où Le Poète. Donc là aussi, toute la base du thriller avec serial killer, un tueur. On va suivre des profilers du FBI. D'ailleurs, un des profilers devient un peu personnage central puisqu'il va mener l'enquête avec notre journaliste. Des indices, on laisse des indices aux flics, on passe d'un assassinat à un autre. Voilà, toutes les bases du classique. Et là aussi, une fin que je n'attendais pas du tout. Ça m'a laissé un peu sur les fesses. Pareil, j'ai très très peur de le relire celui-là. Je sais pas si j'en ressortirai autant enchantée. Mais moi, je sais qu'à l'époque, il m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. Parce que voilà, il y a vraiment tout le panorama de ce qu'est un thriller avec serial killer. Bon, une des maîtres aussi dans ce genre-là, je ne pouvais ne pas citer Lisa Garner. J'aurais pu vous citer une énième fois mon préféré de cette autrice qui est Derniers adieux. Dans Derniers adieux, on rencontre ce fameux personnage du Burgerman qui donc rentre la nuit dans les maisons familiales. Il kidnappe le plus jeune garçon de la famille à chaque fois et voilà, il va se le garder pour lui. Il va faire vivre des atrocités à ce jeune garçon et je trouvais que la merveilleuse idée de Lisa Garner dans Derniers adieux, c'est, parce qu'elle est focalisée sur la victimologie, elle, ce qui est d'ailleurs très bien parce que, on y reviendra plus tard, mais moi, vous savez, je déteste, quand il y a cette espèce de sacralisation du tueur en série, de une espèce de fascination chez le thriller, le tueur en série, je déteste ça et c'est très bien. C'est pour ça que je pense que j'adore Lisa Garner parce qu'elle, elle ne focalise pas sur le tueur, elle focalise sur la victime et dans Derniers adieux, c'est ce qu'elle fait. Elle nous montre 2 victimes, comment un va mal tourner, devenir à son tour serial killer et comment un, au contraire, va tout faire pour aider les victimes et cetera. C'était absolument génial. Derniers adieux, vous savez, c'est un de mes slips monumental. D'ailleurs, il fera partie d'un top. Je vais vous retourner aussi le top ultime de mes meilleurs slips de thriller. Voilà. Mais là, je voulais aussi revenir sur Lumière Noire parce que là aussi, elle revient sur donc un tueur en série qui donc va kidnapper des jeunes filles et va les garder pendant plusieurs mois. D'ailleurs, je crois que la première victime, il la garde même pendant 1 an et demi, il va les garder dans des boîtes. Voilà, il va juste les sortir pour les nourrir et pour abuser d'elles et les remettre dans la boîte. Donc imaginez un peu les dégâts, psychologiques sur ces femmes-là et le roman commence où on apprend qu'une de ces jeunes femmes a réussi à s'enfuir et pareil, victimologie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle décide, d'essayer alors qu'elle s'en est sortie, elle devrait penser à autre chose, non, elle veut retrouver ce type. Elle ne veut plus
qui fasse de dégâts, qui rekidnappe d'autres femmes. Et voilà, Lisa Garner, vraiment, si vous êtes intéressé par la victimologie, allez-y, foncez, je l'ai souvent répété. Pendant une année entière, elle a suivi un profiler spécialisé en victimologie, donc elle sait de quoi elle parle, madame. N'hésitez pas, c'est carré, c'est béton et lumière noire. En plus, on retrouve un personnage, je crois que c'est Flora, que l'on va retrouver ensuite dans ses derniers romans, que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Du coup, celui-là, il peut se lire plus ou moins en one shot. Ensuite, découvert récemment, justement, je crois que j'en avais pas parlé dans ma vidéo de 2018 parce que je l'ai découvert, je crois, début 2019. Dolores Redondo, donc cette autrice basque qui, elle aussi, mise beaucoup sur le tueur en série. C'est le cas dans ce tome 1, Le gardien invisible, où on rencontre pour la première fois l'inspectrice Amaya Salazar, qui va donc avoir affaire à un serial killer qui tue de jeunes personnes. Il les dépose souvent au bord d'une rivière et il les déshabille et il pose sur sa victime une pâtisserie, voilà, au milieu. Je ne sais plus le nom de cette pâtisserie basque. Bref, une pâtisserie qui pose comme ça sur le corps de ses victimes. Et donc, on va suivre Amaya Salazar à la poursuite de ce serial killer mélangé à toute une culture et des traditions basques. Et c'était absolument génial. Moi, ça a été une découverte incroyable. Dolores Redondo, c'est costaud. Ça m'avait beaucoup rappelé Patricia Cornwell, façon basque. Je ne peux que vous recommander de toute manière sa trilogie d'Amaya Salazar. Attention, pour moi, c'est assez important, je trouve, de le lire dans l'ordre. Parce que le personnage d'Amaya Salazar prend de plus en plus d'ampleur au fil des tomes et sa vie personnelle est de plus en plus présente. Donc voilà, je pense que c'est plus judicieux pour moi de les lire dans l'ordre. Le premier étant Le Gardien Invisible. On continue, bah oui, pareil, lu récemment, je crois, en 2020. Rappelez-vous, en 2020, j'avais eu un slip monumental avec Eric Axel Sund, Une vie de poupée. Je crois que c'est ça que j'avais mais alors surkiffé. Ça avait été un slip monumental. Mais dans Une vie de poupée, on n'est pas forcément sur la thématique du serial killer. On l'est beaucoup plus avec cette trilogie que l'on appelle la trilogie Victoria Bergman, parce que dans cette trilogie, donc Victoria Bergman est une psychologue et parmi ses patients, il va y avoir un tueur en série que l'on va suivre, un tueur qui kidnappe surtout aussi des jeunes personnes. On les retrouve souvent sous des ponts et qu'est-ce que c'est leur spécialité comment il y a une spécificité au corps que l'on retrouve, je sais plus. Euh, je sais plus, on sait qu'ils ont été empoisonnés, endormis, empoisonnés, tués, et je sais plus. Bon bref, ils ont une spécificité, hein. Vous savez que les tueurs en série ont tous un espèce de modus operandi. Et là, voilà, on s'aperçoit immédiatement qu'on a donc affaire à un tueur en série. Donc pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, qui avait été quand même aussi une très belle surprise de ce thriller avec serial killer suédois. Moi, je vous recommande fortement alors, c'est Eric Axelsson, c'est en fait un duo d'écrivains, un duo de potes, qui étaient à la base, ils étaient musiciens d'un groupe rock suédois. Et moi, voilà, mon chouchou, mon préféré, mon slip, ça reste Une vie de poupée. Mais Persona, c'était quand même très bon. Et c'est voilà, c'est une saga serial killer que je vais continuer. Ça m'avait beaucoup rappelé un petit peu Dexter. Voilà, si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Si vous vous intéressez au serial killer, vous connaissez la série Dexter. Ah, alors celui-là, un thriller dont on n'a pas beaucoup forcément entendu parler. Je suis pas sûre que j'ai relu des romans de cette autrice. C'est un thriller, voilà, moi que j'avais lu, je vous en avais déjà parlé dans le récent top, que j'ai lu il y a facile 6 ou 7 ans. Donc c'est Toyer de Garner McKay. J'avais adoré. Alors attention, gros thriller, je crois, dans mes souvenirs, qui fait 800 pages, mais alors d'une densité folle. On est là avec. C'est pas vraiment un serial killer. C'est un serial. Comment on pourrait l'appeler? Un serial handicapant, je sais pas trop comment l'appeler. Donc on est avec un homme, on va rester sur serial killer. Ça se passe à Los Angeles. On est avec un homme qui va dans les boîtes de nuit, les bars, il va draguer des femmes. Il va réussir à soit aller chez elles, soit les faire venir chez lui.
et là, il va, leur administrer une aiguille avec un somnifère très, très puissant. Elles vont tomber dans les vapes et c'est là que le problème va arriver, c'est qu'une fois qu'elles sont endormies, il va abuser d'elles et surtout, avant de les abandonner, il ne va pas les tuer, mais il va sectionner leur moelle épinière à l'arrière. Du coup, entre guillemets, ces femmes vont devenir des légumes. D'ailleurs, il y a un jeu de mots, je crois, avec tailleur et légumes. Voilà, il va les laisser, bah oui, quand on sectionne la moelle épinière, elles ne peuvent plus marcher. Le cerveau est déconnecté, elles deviennent des légumes. Et ce que j'ai adoré dans Tailleur, c'est ce côté très girl power parce que oui, les victimes sont des femmes, mais celles qui partent à la chasse de ces serial killers, ce sont aussi un trio de femmes puisqu'on va être avec le docteur, la chirurgienne qui s'occupe de ces femmes. Elle n'en peut plus de voir arriver comme ça ces femmes qui sont transformées en légumes. Elle veut partir à la chasse de ce fumier. Elle va être aidée d'une journaliste et d'une femme inspectrice. Ce trio de femmes porte le roman. Elles veulent absolument mettre la main sur ce fumier. Au-delà de savoir pourquoi il ne tue pas ses victimes, pourquoi il les transforme juste en légumes, c'est vraiment ce trio, c'était passionnant. Une fois de plus, c'est ça que j'ai aimé. On focalise pas forcément sur le tueur, on n'en fait pas quelque chose de fascinant, etc. On focalise surtout sur ces personnes qui n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter ce massacre et arrêter ce fumier. Et en plus là, avec 3 femmes, c'était génial. C'est bizarre qu'on n'ait pas plus parlé de ce roman parce que c'était vraiment une énorme surprise. J'ai aussi très, très peur de le relire, mais je pense que je le referai. Je pense que je le relirai, celui-ci. Et puis tiens, après cette vidéo, je vais aller voir si depuis, Garner McKay, elle a fait autre chose. Je sais pas. On continue. Bon, je suis aussi obligée, quand on parle de serial killer, de citer Paul Cleave. J'aurais pu vous citer sa collection Employé modèle, Père idéal, etc. Mais moi, j'ai envie de remettre une couche sur sa duologie de Theodore Tate. J'aurais pu remettre une énième couche sur Nécrologie. Hein, lui aussi, Nécrologie fera partie de ma vidéo des top ultime sleep thriller. Donc, dans sa duologie Nécrologie, le tome 1, la collection, le tome 2, on part à la rencontre de l'inspecteur Theodore Tate. Dans Nécrologie, il a affaire à un profaneur de sépulture, mais je voulais vous parler de la collection parce que comment ne pas parler de la collection quand on parle de serial killer, puisque dans la collection, on est avec un homme qui, pour X raisons, pour se connaître un peu plus lui, parce que c'est lui-même un serial killer, il cherche à comprendre pourquoi il est devenu comme ça, et pour répondre à ces questions, il va tout simplement enlever d'autres tueurs, des pédophiles, des criminels sexuels, des tueurs en série. Il va réussir à les capturer avant la police et il va se les garder vivants dans des cages, dans sa cave. Donc dans sa cave, dans une cage, il y a un pédophile, il y a un tueur, il y a un féminicide. Voilà, il va se les garder comme ça et tous les soirs, toutes les nuits, il va parler avec eux pour chercher à comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça et puis pour lui aussi comprendre pourquoi il est devenu comme ça. On est d'accord, c'est barré. De toute façon, c'est Paul Cleave. Sachez bien, en abordant Paul Cleave, que vous partez vers un auteur australien très barré. Franchement, fallait y penser. Déjà, dans Nécrologie, fallait y penser. Un tueur en série qui déterre. Bon, bref, avec en plus l'histoire de la fille de Theodore Tate. Mais là, dans la collection, un collectionneur de serial killer, fallait y penser. Donc voilà, j'étais obligée de le citer aussi ici, mais honnêtement, n'hésitez pas à lire cette duologie, c'est des pépites. Ça, par contre, je le relirai. Nécrologie, je l'ai déjà lu 2 fois, mais je le relirai une 3e fois. Je me referai la duologie d'affilée. Donc, le tome 1, Nécrologie, le tome 2, la collection, c'est génialissime. Ensuite, celui-là aussi, on n'en avait pas trop entendu parler. Ça aussi, je ne sais pas s'il y a eu un nouveau de J.D. Baker. Pareil, je vais me rencarder. Je vais me rencarder après la vidéo. Alors, oubliez le macaron quand Seven rencontre le silence des agneaux. Le seul petit avantage à la limite, c'est que vous dites, bon, ok, on va être dans du serial killer. C'est le cas, donc le 4e singe. J'avais beaucoup aimé. Alors, on est avec un tueur. Déjà, grosse originalité, on est donc avec un tueur qui, à chaque fois, donc, il kidnappe des femmes et il va envoyer des petits bouts de cette femme à la famille.
D'abord une oreille, d'abord un doigt, d'où le terme, le troisième singe. Vous savez, ces 3 singes là qui font ça et ça. Donc il envoie d'abord les yeux, il envoie ensuite les oreilles, il envoie ensuite la langue et puis petit à petit, bon, ben, il tue la victime. Et ce qu'il y avait de très original dans le quatrième singe, c'est que le roman commence où on va pour le choper, on va pour choper le tueur, bim, il a un accident, il se fait écraser par un bus, il meurt. Le problème étant que une de ses victimes est encore capturée, donc ben voilà, on va suivre la police qui va devoir quand même mener l'enquête. Et ce que j'avais trouvé passionnant dans le quatrième siège, au-delà de ce début assez, voilà, c'est assez original. Le roman commence, le tueur en série il crève, merde, on est dans la merde. Ce que j'avais adoré, c'est que du coup, à travers l'enquête, on va revenir sur le passé, donc on va rentrer dans un récit passé-présent, et tout le passé va présenter l'enfance du tueur, son enfance, sa vie de famille, son adolescence, et j'aime beaucoup ça quand on part dans la genèse du tueur en série. Je pense que c'est fondamental de comprendre, comment il de pourquoi, comment, pourquoi. Alors, ça n'excuse en rien évidemment, mais c'est toujours intéressant de suivre la genèse d'un serial killer. Pourquoi à un moment donné, ils deviennent serial killer? Donc on les suit, enfants, tout petits, la famille dysfonctionnelle évidemment, leur parcours et voilà, toute la genèse du serial killer. J'aime beaucoup ça. Il y a un autre livre d'ailleurs dans la liste qui est parti là-dessus et c'était très intéressant. C'était franchement, du très, très bon, thriller avec serial killer. Je me souviens alors, j'ai le souvenir de quelques 2-3 invraisemblances, heu, ce qui est tout souvent le cas dans le thriller avec serial killer. Voilà, quand le tueur commence à avoir une relation avec l'enquêteur, il y a souvent des invraisemblances. Je me souviens de 2-3 grosses invraisemblances, mais tu passes outre. Parfois, tu arrives à passer outre parce que là, c'était vraiment page turner. Ça a répondu à ce qu'on attendait du thriller avec serial killer et là, en plus, toute cette genèse du tueur et j'avais trouvé ce thriller passionnant. C'était vraiment excellent. On continue, bah, tiens, celui-là aussi. Alors là, par contre, on a eu des nouvelles de l'auteur. Beh, les nouvelles de l'auteur, c'est qu'on n'a pas de nouvelles de l'auteur. Voilà, il a écrit Play il y a 10-12 ans et depuis, aucune nouvelle de Frank Parizzo. Je crois qu'il avait laissé il y a quelques années un message sous un tweet ou je sais pas quoi, où je pense qu'il a pris un autre pseudo. Il écrit sous un autre pseudo, mais moi, j'avais adoré Play. On est donc avec le tueur en série que l'on appelle le Cyclope parce que, comment dire? Il a souvent une GoPro sur le visage, donc ça fait un peu un cyclope, quand il tue ses victimes. Voilà, il se filme en train de poursuivre et de tuer ses victimes et ensuite il envoie le film, aux flics et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman, c'est toute la thématique autour des réseaux sociaux, d'internet, parce que ce tueur ne va s'attaquer qu'à des personnes qui mettent en ligne sur internet leur vie privée. Par exemple, le roman commence où il va tuer une femme qui fait des vidéos et elle montre un petit peu sa vie. On la voit avec son bébé et cetera et lui, il arrive à voir que derrière elle ça me fait très peur. Ça me fait très peur quand j'y pense. Il voit derrière elle qu'elle laisse souvent sa fenêtre ouverte, je sais plus dans quel cadre et du coup, bah, lui, il va pénétrer par là et voilà, il va la tuer comme ça. C'était très bien fait. Il y avait un côté page turner, incommensurable dans ce roman, je l'avais bouffé. C'était excellent. Là aussi, toujours deux-trois invraisemblances autour de la relation qui va se nouer entre le tueur et les flics. Bon, voilà, c'est toujours un peu gros. Je suis pas sûre que dans la vie, à part peut-être deux-trois cas comme le tueur du Zodiac ou le fils de Sam, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup, beaucoup de tueurs qui aient cherché à communiquer avec les flics. Bon, bref, mais c'était génial. Franchement, je ne peux que vous le conseiller et la fin, le pourquoi du comment final m'avait laissé sur les fesses. Je le relirai celui-là. Honnêtement, je le relirai. J'avais surkiffé. Ensuite, bah, voilà, j'ai cité dans cette liste un serial killer, un thriller avec serial killer historique qui a planté aussi peut-être la base du thriller avec serial killer. C'est Le Parfum de Patrick Süskind parce qu'on est, je crois, au 19e siècle. On est donc avec ce fameux personnage de Grenouille qui va naître voilà, dans la rue, Paris.
et sa mère va le pondre alors qu'elle est en train de vendre des poissons. Elle le pond, elle le pousse de côté: «Allez, toi, tu vas là, moi, je continue à vendre mon passion». Donc le gars, il naît entre l'odeur de merde, de poisson, voilà. L'odorat est très important dans le parfum et justement, ce tueur, va avoir une capacité, de l'odorat, je sais pas comment on dit, quand on a je sais plus le nom. Bref, il va avoir un odorat, surdimensionné et il va être à la recherche du, parfum, parfait. Voilà et pour ça, il va, capturer des femmes et pour, capturer leur parfum, il va les tuer. Bon bref, voilà, il y a tout un système où il va se mettre justement à devenir, serial killer, heu, par rapport à cette, passion du parfum, voilà, le parfum idéal. C'était fascinant ce roman, c'était fascinant. C'était incroyable comment l'auteur a vraiment réussi c'était vraiment un thriller, odorama. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment on avait toutes ces odeurs dès le départ, dès la première scène à la naissance de Grenouille. Cette odeur de Paris qui puait la merde, le poisson, le voilà les odeurs sont très, très importantes dans ce roman. Le tueur, il tue pour ça et voilà, là aussi, c'est quand même un peu la base du thriller avec Serial Killer. On revient au présent. Ah, celui-là aussi, John Hart. Ça avait été ma découverte de l'auteur, donc Redemption Road, qui est d'ailleurs un one-shot parce que je crois que cet auteur a fait des personnages récurrents, mais là, on est avec un one-shot. Alors, j'ai hésité à le mettre parce que je me souviens que ce qui m'avait passionné dans ce roman, c'était pas forcément le serial killer, mais les personnages avoisins. Mais bon, je vous le mets quand même. Il m'en reste. Je vous le mets? Oui. Moi, j'avais adoré ce roman. J'avais surkiffé ce roman où le roman commence, on suit un flic, qui sort de prison parce qu'il avait tué quelqu'un. On est avec un gamin qui veut venger la mort de sa mère et on est avec une flic qui a subi des choses dans une cave. On va suivre ces 3 personnages extrêmement fracassés qui vont être au centre d'une enquête puisque, au milieu de tout ça, un tueur en série est en train de sévir. Dans mes souvenirs, il tue les femmes, il les entoure dans un drap, comment ça s'appelle? Les draps mortuaires et il les allonge devant des églises abandonnées. Donc la thématique de la religion est assez présent et voilà, là aussi le classique, serial killer qui répète ses crimes de la même façon, qui va laisser peu à peu des indices. Mais je vous dis que vraiment la plus-value de ce roman, ce sont ses personnages. Ce flic qui sort de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en quête de rédemption. Cette flic, cette femme flic qui, elle, vient de subir des choses atroces dans une cave et elle est aussi animée d'une certaine vengeance et ce petit bonhomme, cet adolescent qui, lui, veut venger sa mère et on va suivre ces 3 personnages fracassés au milieu de ce tueur en série. J'avais trouvé ce récit passionnant, j'avais surkiffé. Il est sorti en poche depuis, je vous le recommande plus, plus, plus. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de certains thrillers avec serial killer qui décident de partir sur la genèse du tueur. C'est complètement le cas avec Le tueur intime de Claire Favant, qui a une suite, Le tueur de l'ombre. Mais dans ce tome 1, Le tueur intime, elle revient donc sur le passé du tueur. Voilà, ce qu'il a vécu enfant, ce qu'il a vécu adolescent, voilà, le cheminement classique où il a connu des brutalités enfant, et cetera. Il a connu plein de choses, il a commencé à tuer des animaux et voilà, c'est un peu le cheminement de toutes les enquêtes, les entretiens qu'ont fait les profilers, sur ces tueurs. C'est quelque chose qui revient récurremment. Voilà, famille dysfonctionnelle, ils ont subi des choses, extrêmement graves souvent et voilà, ils se sont mis à tuer des petits animaux, après des êtres faibles. Souvent, ça commence par des enfants et puis après, voilà, ils deviennent serial killers et Claire Favant, elle est perçue dans ce récit, je me rappelle, c'était passionnant, c'était, voilà, la genèse d'un tueur. Comment un homme devient, un enfant, à la base, c'est un enfant, devient, tueur en série. J'avais beaucoup aimé, j'avais moins aimé la suite, il me semble que j'avais aussi abandonné. Donc pareil, vous pouvez peut-être rester, sur l'idée d'un one shot avec Le tueur intime de Claire Favant. Bon, voilà, celui-là aussi, le 5e jour, je vous rabâche. Je crois que Le 5e jour de Maud Tabachnik, ça reste le roman le plus éprouvant, le plus glauque, le plus terrible que j'ai pu lire. Alors, j'aurais pu vous le mettre
à la fin quand je vais vous parler des true crime, on m'énerve ce cheveu, puisque Maud Tabachnik, pour écrire ce 5e jour, elle est partie d'un vrai tueur en série, Albert Fish, qui avait sévi à la fin du je sais plus, au début du 19e, je sais plus trop les dates, je vais rien dire, à New York et donc voilà, un tueur, qui, accumulait les mots en fil, hein. Il était nécrophile, cannibale, masochiste, voilà, plein de trucs en fil et bah, voilà, il était assez terrifiant parce que Maud Tabachnik, elle est quand même rentrée pas mal dans les détails de ce que ce tueur en série faisait. Je le répète, hein, Albert Fish qui était surtout, masochiste, c'est-à-dire qu'il aimait bien se procurer de la douleur à lui. Donc par exemple, je me souviens où tous les matins, il s'enfonce des pics dans les coucougnettes, pour, voilà, que toute la journée, il ressente ce plaisir de ces pics qui le frottent, qui le font, souffrir, mais lui, c'est ce qu'il recherche, la souffrance. Donc là, à la limite, on se dit: «Bon, ben, on s'en fout, il se fait mal, à lui tout seul». Mais non, le problème, c'est qu'il va peu à peu se rendre compte qu'il prend plaisir à ce que quelqu'un le regarde se faire ses souffrances et donc il va commencer à kidnapper des personnes et se faire ces choses, sur lui et le roman commence où il kidnappe une petite fille, ce qui est une histoire vraie d'ailleurs et il a écrit aux familles. Il écrivait aux familles de ses victimes où il leur expliquait ce qu'il faisait subir. Donc voilà, c'était un peu la marque de fabrique, on va dire, de ce serial killer, assez ignoble, voilà, des scènes monstrueuses, c'était assez vomito, hein, J'avais fait l'erreur de le relire une deuxième fois. Je pense qu'une fois suffit. Une fois suffit, mais voilà, c'était vraiment un thriller au choc, qui revient malheureusement sur un tueur qui a vraiment existé. Lu récemment, voilà, rencontre avec Fiona Cummins, donc une autrice anglaise que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la proposition qu'elle a faite. Donc, le tome 1, L'ossuaire, le tome 2, Le collectionneur. Donc, on est là avec un tueur en série plutôt atypique, puisqu'en fait, à la base, lui, ce qu'il veut, c'est collectionner les os, mais les os humains qui ont des particularités. Et ben, le problème, c'est que pour avoir ces os, à la base, ben, il faut tuer la personne à qui appartiennent ces os. Et donc, il va enlever surtout des enfants qui ont des particularités. Je me souviens que le roman commence où il va enlever une petite fille qui a la maladie, ce qu'on appelle la maladie des pinces de crabe, c'est-à-dire que ses mains sont mal formées et du coup, elle a les mains comme ça. Donc, elle a voilà, comme ça, je crois. Donc, elle a une ossature très spéciale et lui, ce qu'il veut, c'est les os de sa main. Pour avoir les os de sa main, bah, il doit la tuer. Donc voilà, il va kidnapper cette jeune fille. On va suivre aussi un garçon qui a la macro, ceux qui ont des os énormes, il le veut aussi pour sa collection. Un autre qui a la maladie de verre. Voilà. Donc un tueur en série qui tue parce qu'il veut collectionner ces os-là. On voit aussi la jeunesse du pourquoi il est devenu comme ça. Je me souviens qu'on parle beaucoup de son père qui collectionnait aussi. Et voilà, j'avais trouvé ce roman extrêmement bien fait, une succession de chapitres où voilà, une alternance entre le récit du tueur, ce qu'il fait, et je crois qu'on suit surtout un de ces gamins, voilà, qui sent qu'il y a quelque chose de chelou par rapport à. On suit le gamin qui a la maladie des os de verre, je crois, dans mes souvenirs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous le recommande fortement. C'est du très bon thriller avec serial killer. On continue, ben voilà, un qui est hyper connu. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir lu là pour le Black November, donc Octobre de Soren Sverdrup. Donc du très bon serial killer scandinave. Là aussi, toute la base du thriller avec serial killer est présente. Une succession de meurtres, un tueur qui laisse des indices, il laisse, vous voyez sur la photo, on le voit, des petits bonhommes faits avec des marrons et des cure-dents, voilà, avec 2 marrons et des cure-dents, il fait des petits bonhommes. Le classique, on suit le duo d'enquêteurs qui part, voilà, vraiment toute la base. J'avais adoré une scène d'intro assez fracassante qui te met rapidement dans le mood, je me souviens. Voilà, c'est classique. C'est dans mes souvenirs, c'était pas un slip, hein, c'était pas la grosse claquasse, mais vraiment j'avais eu un coup de cœur, pour ce thriller avec serial killer qui remplit parfaitement toutes les cases du genre. C'était propre, c'était classe, c'était net, c'était parfait et je ne peux que vous le recommander. Il avait largement sa place ici. Découvert aussi, hein, depuis, que j'ai fait cette vidéo, donc Ellison Cooper avec sa série
Comment elle s'appelle l'enquêtrice? Je sais plus, c'est pas grave. Donc il y a eu Sacrifice, il y a eu Rituel et il y a eu le dernier, je ne sais plus. Non, c'est le premier Rituel, Sacrifice. Je l'ai reçu en plus le dernier. Je sais plus. C'est pas très grave. Alors, c'est avec la même enquêtrice, mais je pense que vous pouvez aisément les lire quand même, en one shot. Je vous ai mis Sacrifice, le tome 2 parce que je pense que c'est un de mes préférés. On va découvrir dans une forêt une espèce de exactement comme vous voyez là, un trou comme ça et au fond de ce gouffre, on va, découvrir une flopée de corps et on va se rendre compte que ce trou, en fait, il sert à un serial killer qui vient balancer les corps qu'il a tués par ici et donc on va suivre notre enquêtrice. Elle est spécialisée, elle, dans les voilà, c'est une agent du FBI spécialisée, dans les tout ce qui est lié à la religion parce qu'on va se rendre compte, qu'il y a des indices liés à la religion, aux écritures religieuses et cetera et on va encore la suivre ici. C'était passionnant, j'ai beaucoup aimé. Là aussi, c'est carré, c'est pareil, ça avait pas été une clacasse, mais ça reste classique, carré, mais c'est propre, c'est net, c'est sans bavure. C'était parfait. La phrase est plus qu'explicite. Bienvenue dans l'antre d'un serial killer. Voilà, là aussi, tous les codes du serial killer. Et j'avais bien aimé le pourquoi du comment. C'est important dans les thrillers avec serial killer, surtout quand c'est fictionnel, de trouver un bon truc, quoi. Parce que j'ai lu trop de, de, de romans comme ça avec serial killer où vraiment la finalité était ouais, ok. Je me souviens d'une horreur de lecture que j'avais eue. Comment ça s'appelait? Leçon d'un tueur? Je crois que ça s'appelait les leçons d'un tueur. Non, mais c'était risible. Je suis désolée. Dans Leçon d'un tueur, quand tu apprends pourquoi le tueur est devenu serial killer, j'avais trouvé ça ridicule. Et justement, ce n'est pas le cas ici. Dans Sacrifice, voilà, c'est vraiment costaud et je ne peux que vous le recommander. Ah, ça aussi, qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était original! Le Jardin des papillons de Dot Hutchinson, là aussi classique. Non, pas classique justement, très original, un petit peu comme dans Le Quatrième Singe. Le roman commence où on chope le tueur en série. On le chope et on découvre qu'il avait derrière chez lui un grand parc dans lequel il enfermait des jeunes femmes. Il leur tatouait dans le dos des grands ailes de papillons et il en faisait un petit peu son jardin, mais il les prenait très jeunes, à 17-18 ans, et quand elles atteignaient l'âge de 21 ans, il les assassinait. Donc voilà, elle savait que lui, sa date de péremption, c'est 21 ans, donc il les assassinait à leur 21 printemps. Donc gros tueur en série. Heu, le problème, je crois, on le chope, mais alors soit il dit rien, soit il meurt, je sais plus. Et tout le récit va être basé sur le témoignage d'une rescapée qui va nous raconter, ben voilà, comment elle a été capturée, comment il l'a amenée, comment elle a découvert ce jardin, la relation qu'elle avait avec le tueur et c'était passionnant, c'était ultra original, ultra prenant. J'ai adoré l'alternance, du témoignage de la femme et de ce qui se passait dans ce jardin des papillons. C'était génial, je ne peux que vous le recommander. Alors, je sais qu'il y a eu la suite, de ce tueur que l'on appelait le collectionneur. Donc on retrouve la même team d'enquêteurs qui partent, sur d'autres enquêtes. Je suis pas sûre qu'ils aient été édités. Je crois qu'ils sont sortis je sais pas, en e-book, mais je suis pas sûre. Moi, je sais qu'en France, ça avait été édité chez City Éditions. Donc voilà, c'était juste parfait. Je sais pas si c'est sorti en poche depuis, je me suis pas rencardée. Vous notez l'auteur, le titre et allez voir parce que c'était génialissime. Franchement, c'était trop bien. Lu récemment, alors j'hésitais à le mettre parce qu'on n'est pas forcément dans du thriller, on est plus dans du roman noir, mais franchement, le serial killer de ce roman, Traverser la nuit, Hervé Lecor, lu récemment, vous le savez, un roman qui m'avait glacé le sang parce que, voilà, de A à Z, c'est Déprimeland dans ce roman. Il va être question surtout de violence conjugale, et cetera. Mais on va croiser aussi dans ce roman un serial killer qui va s'attaquer justement parce que tout le roman se passe dans des scènes la nuit. Parce que ce tueur va attaquer des femmes, la nuit qui sont dans la rue, donc ça va être souvent des prostituées, ça va être des jeunes étudiantes qui rentrent, de boîte de nuit, voilà, ce genre de personnes-là. Et donc on va suivre le flic qui est à sa rescousse. À côté de ça, donc il y a la thématique des violences, faites aux femmes et
à la fois à travers ce tueur, mais aussi à travers les violences conjugales. C'était noir, c'était une ambiance, glauque, une ambiance, fracassante, quoi. Moi, je me souviens, attention, c'était vraiment noir, c'est noir, mais pareil, on suit peu à peu la genèse de ce tueur, pourquoi il est devenu comme ça, et c'était aussi très intéressant, très bien foutu. Je pense qu'il fait partie de mes thrillers avec serial killer français préférés. Voilà, honnêtement, c'était vraiment une claque ce roman et je ne peux que vous le conseiller. En plus, c'est magistralement bien écrit, mais je répète, une ambiance très oppressante, très noire, à ne pas lire quand à la base vous êtes un peu déprimé parce que vous finissez à chercher dans votre cave, un tabouret, une corde et un arbre et voilà, donc attention. Mais c'était aussi passionnant, franchement, c'était génial. On revient sur Fiona Cummings. Je vous en parlais tout à l'heure que je l'avais découvert avec, L'Ossuaire et le collectionneur. Elle était revenue, c'était cette année? Je pense que c'est cette année, avec Les Voisins que j'ai adoré. C'était chez Slatkin et compagnie. J'ai vérifié, il n'est pas encore sorti en poche, mais je pense que ça ne saurait tarder. C'était génial. Rappelez-vous, le roman commence avec un spectacle de marionnettes au fin fond d'un magasin de jouets. Il va se passer quelque chose autour de ce spectacle, autour d'une grande boîte qui va être un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce spectacle? Qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue boîte? Et bah, le roman commence où des années plus tard, 20 ans plus tard, je crois, on suit une famille qui va aménager dans un nouveau quartier anglais, situé à côté d'une grande forêt. Et justement, dans cette ville, sévit un tueur en série. Et rapidement, on va se rendre compte que ce tueur en série a un rapport avec ce spectacle de marionnettes du passé. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je me souviens, ça avait été pas un slip parce qu'il y avait, je me souviens, de deux grosses invraisemblances qui m'avaient un peu, c'était limite, attention, vraiment de très, très grosses invraisemblances peuvent vous gâcher une lecture. Là, on avait frôlé le fil, c'était limite, mais bon, c'était passé. Du coup, j'avais quand même terminé ce bouquin en me faisant: «Waouh! Waouh!» Ça avait été vraiment une très, très bonne lecture, une bonne surprise. Je m'étais régalée. Alors pareil, c'est pas la claquasse de l'année, mais je m'en souviens quand même très bien. Ce qui est plutôt bon signe, hein, quand tu vois le nombre de bouquins que je lis. Donc quand je m'en souviens très bien comme ça, c'est plutôt très bon signe et pareil, je me souviens d'une alternance passé-présent, passionnante, de twists, passionnants. Bref, j'avais surkiffé. Fiona Cummings, elle est vraiment très forte pour mettre de la densité dans ses personnages. Elle prend son temps tout en créant quand même un rythme haletant. Je ne sais pas comment elle fait. C'est peut-être ça, hein, ceux qui écrivent des bons, des bons thrillers, c'est ça. Et waouh, j'avais adoré. Je ne peux que vous le recommander. Je suis obligée aussi, quand je parle de serial killer, de vous parler de ce roman. Parce que Carmé Chaparro, dans Je ne suis pas un monstre, elle a eu la formidable idée de nous parler d'un autre genre de serial killer. Alors je me souviens à la base, il s'appelle le Slandman, l'homme mince, parce que, il kidnappe des enfants dans mes souvenirs, c'est ça. Il kidnappe et il tue des enfants et tous les témoins qui l'ont plus ou moins vu, se souviennent d'un homme très mince, très élancé, très longiligne, donc on l'appelle le Sandman et qu'est-ce que j'ai aimé le message de Carmé Chaparro qui nous dit: «Attention, le serial killer n'est pas forcément celui que tu crois. C'est pas forcément, voilà, toi, tu es là, tu parles du Burgerman, tu parles du collectionneur, tu parles du cyclope, tu parles d'Albert Fish, mais oui, il y a ces attention de ne pas tomber dans la fascination de ces hommes-là. C'est pas forcément ça, serial killer. J'avais adoré le pied de nez, le message qu'elle faisait à toutes ces personnes qui, je pense, ne le suivent pas et j'espère ne pas l'être, qui sont dans cette fascination de mettre sur un piédestal les tueurs en série. Elle leur fait un gros pied de nez. La fin est absolument fabuleuse. Le message, la moralité de ce roman est absolument incroyable. Je vais vite le relire. Il y a des scènes qui m'avaient mais glacé le sang. Je me souviens
de cette scène, c'est pas spoilant, on le sait rapidement, puisqu'on assiste à des réunions de gens qui ont vécu des traumatismes et on suit une femme qui, sa voiture était tombée dans une rivière en crue. Et elle avait ses 3 enfants avec elle et du coup, elle a pu en prendre que 2 dans les bras et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Lequel tu dois sacrifier un de tes gamins. Mon Dieu, c'est juste horrible! C'est horrible ce qu'a vécu cette maman. C'était un récit passionnant, j'avais surkiffé. 2-3 grosses invraisemblances sur le fil du rasoir. C'était passé, mais attention, mais vous le savez, voilà, ça avait été un kiff monumental. Je crois qu'à l'époque, j'avais eu un slip. J'avais dit que c'était un de mes, voilà, un de mes thrillers avec serial killer, vraiment préférés, et je répète, la moralité de la fin est absolument sensationnelle et je ne peux que vous le recommander. Bon, alors là, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'il y a tricherie?» Je sais pas. Mais comment vous dire que derrière les panneaux, il y a des hommes d'Incardona. Dès que je peux le glisser dans un top, je le glisse. Après, c'est pas trop triche parce qu'on a quand même affaire à un serial killer. Donc on est avec un homme qui sévit dans les aires d'autoroute et il va surtout kidnapper des jeunes filles qu'il va violer et tuer. Et le roman commence où justement on est avec un couple et leur fille de 12 ans qui reviennent de vacances. Ils sont dans l'aire de repos, ils vont à la cafétéria manger. Sauf qu'à un moment donné, la fille, elle veut aller aux toilettes et elle ne reviendra jamais des toilettes. On ne va jamais la retrouver. Et ce roman, c'est l'histoire de ce papa qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Au-delà de vouloir retrouver sa fille, ce qui lui est arrivé, il veut mettre la main sur ce salopard qui tue et kidnappe et tue des filles, des femmes, des jeunes filles sur les aires d'autoroute. Et tout ce roman va se passer sur des aires d'autoroute. Le papa va dormir dans sa voiture, dans chacune de ces aires d'autoroute. Et mon Dieu, ce roman. Alors, Cardona, attention, une plume très spécifique qui ne plaira pas à tout le monde. Honnêtement, depuis le temps que je l'ai lu, je crois que ça fait 3 ans. J'ai dû lire juste après que j'avais fait ma vidéo Top Thriller. Serial killer. Depuis, je sais que ceux qui l'ont lu, c'est tout pour rien. Soit, comme moi, vous adhérez à l'histoire au style c'est une claque, soit vous adhérez absolument pas à la plume. Voilà, la plume de l'auteur est très présente. C'est con de dire ça, oui. Dans chaque roman, la plume de l'auteur est présente. Mais là, la plume de l'auteur peut peut-être bouffer parfois l'intrigue. Donc, si vous n'adhérez pas à sa plume, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va vous bouffer l'histoire, mais moi, ça avait été absolument une claque monumentale. Je vais d'ailleurs me le relire là, très prochainement. J'aurais voulu le relire pendant le Black November. Il rentre dans aucune case, mais c'est pas grave. Voilà, les gars, il est sorti en pocket depuis. N'hésitez pas. Et peut-être celui aussi avec lequel j'ai hésité, mais j'en ai parlé avec les copains du club Stephen King qui m'ont dit oui, oui, il passe. C'est quand même, il rentre dans la catégorie serial killer parce que de serial killer, il va peu à peu quand même se transformer en tueur de masse. Voilà, le tueur de masse, le mass murder et le serial killer, c'est pas forcément la même chose, mais honnêtement, je pense que voilà, le tueur de Monsieur Mercedes de Stephen King, il a sa place ici. Là aussi, c'est intéressant, on voit la jeunesse du tueur, on rentre beaucoup dans l'intimité du tueur, sa vie quotidienne. Et c'était passionnant et j'ai adoré cette trilogie Monsieur Mercedes, Carnet noir, Fin de ronde, mon préféré restant Carnet noir. J'ai adoré. Je vous recommande plus cette trilogie de Stephen King avec ce tueur qui, oui, il avait sa place, je pense, ici. Donc voilà, c'en est fini pour les thrillers purs et durs. Et donc, je vous disais que je voulais rajouter à ce top 5 titres donc de romans que l'on appelle des true crime. Donc là, attention, on quitte le roman fictionnel pour partir vers de vraies enquêtes d'investigation qu'ont fait les auteurs. Et voilà, je vous ai fait un micro top 5 parce que je savais que j'aurais pas de quoi vous faire une grosse vidéo en parlant que de ça sur le true crime. Peut-être un jour, hein. Peut-être un jour, j'aurai assez pour vous en faire un top 20. Mais là, donc, du coup, je vous inclus mon top 5 du roman True Crime et le premier que j'ai découvert, qui a été vraiment une révélation pour moi de ce genre-là, de me dire, ah ouais, Sève, tu peux aimer ce genre-là, c'était l'empreinte.
d'Alex Lesnevich. J'ai adoré ce roman, ça avait été un gros coup de cœur. Donc on suit l'autrice Alex qui a vraiment fait des études de droit et lors d'un stage dans un cabinet d'avocats, elle va tomber sur un dossier qui repart sur l'histoire d'un tueur en série. Enfin, on est surtout basé sur un meurtre qu'il a commis. Voilà, il avait enlevé, tué et enlevé le fils d'un voilà, un petit voisin qui avait, je crois, 7 ou 8 ans. Il avait tué, il avait gardé, enroulé dans un tapis, dans son placard, bref, vraiment un crime sordide. Et Alex, elle va donc nous parler de ce tueur. Il va être question parce que la grosse intrigue de ce roman, c'est que lors du procès, la peine de mort va être prononcée pour ce tueur. D'ailleurs, Alex parle beaucoup de la peine de mort dans ce roman. C'était méga intéressant. Et le point d'encre de ce roman, c'est que pendant le procès, la maman du petit garçon va rentrer dans la salle de danse. Elle va dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous donniez la peine de mort à l'assassin de mon fils. Pourquoi elle dit ça? Voilà. Il y a toute la genèse du tueur, de la victime, des dommages collatéraux sur la famille de la victime. Une enquête. Alex, elle revient aussi sur son propre passé où elle a connu des choses plus ou moins horribles avec un membre de sa famille. Une écriture absolument fabuleuse. J'ai adoré ce roman. Je ne peux que vous le recommander. Qu'est-ce que j'ai été heureuse de découvrir le true crime avec ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. C'était tout simplement passionnant. Il est sorti en poche, c'est 10-18. Jetez-vous dessus. Vous savez pas à quel point j'attends le prochain roman de cette autrice. Je sais pas si elle en fera un autre parce que ben là, elle a tout misé sur des vrais trucs qu'elle a fait. Je sais pas, mais c'était absolument génial. Celui-là aussi, Jax Miller, Les Lumières de l'Aube, même façon de faire. Jax Miller, elle va tomber un jour sur un dossier de cette vraie histoire qui a eu lieu, voilà, dans un espèce de bungalow, comme ça, vivait une jeune adolescente avec ses deux parents et un soir, on va se rendre compte que ses parents ont été assassinés, le bungalow a été incendié. Le problème, c'est que ce soir-là, la jeune fille fêtait son anniversaire avec sa meilleure amie. Donc, il y avait la jeune fille, sa meilleure amie et ses deux parents. Les deux parents meurent assassinés. Les deux jeunes filles ne seront jamais retrouvées. On ne va jamais remettre la main sur ces deux adolescentes. Jax Miller reprend l'affaire, je crois qu'on est 10 ou 15 ans plus tard. 10 ou 15 ans plus tard, elle reprend l'intrigue du tout début, du point de départ. Et c'était... Quelle enquête, c'était fascinant. Alors, elle va y mettre un peu de fiction, elle va imaginer certains dialogues que les jeunes filles auraient peut-être eu avec les parents, mais tout est basé vraiment sur de vrais témoignages qu'elle va avoir avec l'équipe de police là-bas, euh, des membres de la famille, etc. C'est vraiment costaud. Et surtout, je pense que c'est très important de le dire aussi parce que vous allez peut-être poser la question. Oui, elle résout plus ou moins l'affaire. Elle arrive à trouver ce qui est arrivé aux filles. Je ne vous dirai pas si elles sont vivantes, mortes. Elle arrive à mettre la lumière sur ce qui est arrivé à ces jeunes filles. C'était passionnant. C'était passionnant du true crime de haut level et j'ai adoré. Ça pourrait vraiment être bien adapté en série, un truc à la Twin Peaks. Lu récemment, je ne vais pas en faire des caisses parce que je vous en ai vraiment parlé récemment, American Predator, Maureen Callahan, qui revient sur la piste d'un des derniers tueurs en série qu'on a chopé en 2012-2013. Et voilà, pareil, Maureen Callahan, elle repart du début sur l'enquête de police, les témoignages, etc. de ce tueur atypique, de ce tueur en série très atypique. C'est pour ça qu'elle a écrit ce roman, parce que c'était la première fois que les profilers découvraient un profil justement d'un tueur comme ça. Je vous dirai pas qu'est-ce qu'il avait de spécial, évidemment. C'était passionnant, c'était costaud, c'était carré, c'était très intéressant. Une fois de plus, je le répète, aucune mise sur piédestal de ces tueurs, aucune. On n'entre jamais dans ce truc de fascination de tueur en série que je n'aurais pas supporté dans ce genre de roman. Elle pose juste les points essentiels de l'enquête. Elle vous donne les faits, ce qui s'est passé, ce que tous les entretiens que les profilers ont eu avec ce tueur. Voilà, c'était vraiment très, très, très intéressant et voilà, je vous conseille fortement.
Je vais vous en citer un français aussi que j'avais beaucoup aimé, que j'ai un peu prélu dans la même période que L'Empreinte. La Mésange et l'Ogresse d'Harold Cobert, donc qui revient sur l'affaire Michel Fourniret. Et il s'était surtout intéressé à... Non, Michel, du coup, c'était la femme. Comment il s'appelait Fourniret? Attends, vous savez, je suis tellement pas truc passion que Fourniret, je sais même plus son prénom. Je sais plus. Excusez-moi. Il me semblait que Michel, c'était sa femme. Fourniret. Bon, c'est pas grave. On va surtout donc s'intéresser, voilà, les crimes de Fourniret, vous savez ce qu'il a fait, hein. Il enlevait des jeunes filles, il les violentait, il les violait plusieurs fois et surtout que lui, son trip, c'était d'avoir des jeunes filles vierges. Il les violait et il les enterrait et bah, rapidement, on s'est rendu compte que sa femme était plus ou moins complice, mais l'auteur a voulu savoir jusqu'à quel point elle était complice. Est-ce qu'elle était, plus innocente qu'elle le dit ou au contraire encore plus complice qu'elle ne le dit? Et voilà, il s'est surtout intéressé à la femme du tueur. C'était aussi très, très, très intéressant. Harold Cobert a pu avoir accès à des dossiers assez secrets. Voilà, il a rencontré les flics qui ont mené l'enquête et mais si, c'était Michel Fourniret. Mais si, mais sa femme, comment elle s'appelait alors? Catherine? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Michel et Catherine Fourniret. Donc voilà, c'était très, très, très intéressant et le dernier roman, j'ai pas su où trop le situer parce que c'est un mélange fiction true crime. Je voulais vous parler pour terminer cette vidéo de Fabio M. Micheli, donc qui est connu maintenant, pour faire donc ce mélange de donc il part de vrais true crime, de vrais tueurs en série, mais qu'il fictionnalise quand même pas mal. Moi, j'ai connu cet auteur avec La Compassion du diable. Dans ce roman, il nous parle donc du tueur, le cannibale de Cleveland. Voilà, c'était un tueur qui assassinait surtout des jeunes garçons, des jeunes hommes. Voilà, il les gardait quelque temps, après il les, mmh, il les mettait sous de la soude, il les expédiait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a chopé parce qu'une fois que les corps s'étaient dissous, il restait quand même de la matière qui balançait dans les ces canalisations et c'est comme ça qu'on l'a chopé. Ces canalisations se sont bouchées et ben, on a vu des morceaux de humains et voilà, c'est comme ça qu'on l'a chopé. C'est pas un spoil, hein, il a vraiment existé. Mais là, l'auteur décide de nous en parler de façon fictionnelle où il reprend aussi un peu la jeunesse du tueur. Et après, il a plus ou moins fait la même chose. Alors après, dans sa saga plus récente, il a introduit, 2 enquêtrices, je ne sais plus les noms, je crois qu'il y a une agent du FBI, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est l'autre. Bref, je crois que c'est un duo, canadienne-française, il me semble. Et moi, mon préféré de cet auteur, ça reste Une forêt obscure, puisque dans Une forêt obscure, il va revenir sur le cas de Luca Magnotta. Je pense aussi que vous connaissez ce tueur qui s'était fait connaître ça a été le premier tueur 2.0, hein. Il s'était fait connaître, en faisant des vidéos YouTube dans lequel, ça a commencé comme ça, hein. Il martyrisait surtout, des animaux, voilà, bah, ça commence souvent comme ça. Il tuait, des petits chatons en direct sur YouTube. Youpi! Et après, bah, voilà, de tuer des animaux, il s'est mis à tuer des humains et voilà, à sa sauce, Fabio Micheli a mélangé, l'intrigue fictionnelle avec ses enquêtrices et Lucas et je crois qu'il y a un deuxième tueur dans La forêt des ombres, Une forêt obscure. Une forêt obscure, il y a Luca Magnotta, mais il introduit aussi un autre tueur justement qui lâchait ses proies dans une forêt et qui partait comme ça dans une chasse à l'homme, chasse à la femme et voilà, il mêle 2 mais ces 2 tueurs ont, malheureusement vraiment existé. Donc voilà, ce sera tout pour moi, pour, ce top, alors 30, je pense qu'il y a tricherie. Bon après il y a des auteurs, j'en ai cité 2. Heu, on est peut-être sur un top 31, 32. Bref, j'ai mis top 30, ça c'est pas très, très grave. Voilà, ouf! J'espère que, bah, si vous êtes à la recherche d'un thriller avec serial killer, je vous aurai donné quelques idées de lecture. Moi, toujours pareil, hein, j'essaie, en vous parlant des bouquins, de vous dire vers quoi vous allez. Moi, c'est plus ou moins ça mon job ici, de vous dire, voilà, quand tu vas dans ce bouquin, tu vas avoir ça, là, voilà. C'est vraiment vous guider, de vous dire, OK, celui-là, je peux y aller, je pense que ça va me plaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais, petit à petit vous refaire donc des tops. Je pense que le prochain top qui m'est extrêmement demandé, c'est d'ailleurs
une des vidéos qui avait eu le plus de vues sur mon ancienne chaîne. On était presque arrivé à 12 000 vues. C'est le top des, thrillers, psychiatriques. C'est-à-dire ces thrillers qui, mettent en thématique, un côté psychologique fort qui glisse sur le psychiatrique. Voilà, je vais vous refaire ce top-là. Peut-être pas immédiatement, mais incessamment, je sais pas. Je pense que je vais essayer de vous mettre un top par mois. Donc voilà, je pense que le prochain, ce sera au mois de décembre. Sinon, la prochaine vidéo, il y a de très fortes chances que ce soit un bilan lecture, puisque je crois que je suis déjà arrivée, je viens de finir ma 3e lecture. Vous savez, j'aime bien être à 5-6. Donc, ben voilà, semaine prochaine, peut-être mardi. Ouais, mardi, je pourrais, je pense, vous proposer un bilan lecture. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre, comme d'habitude, hein, je vous indique les réseaux sociaux. Donc Instagram, il est bien ce livre, et désormais donc le Twitch, il est bien ce livre, où je fais là-bas des lives assez quotidiennement, surtout le gros live du vendredi soir, mais aussi des sessions donc où on lit ensemble, voilà, pendant 2 heures. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je pense assez éprouvantes avec ces serial killers. Moi, je vous laisse et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonne lecture et à plus. Bye bye.